Binge Audio présente. Attention, cet épisode comporte des scènes et des descriptions qui peuvent être choquantes. Salut, c'est Thomas Rozek. C'est difficile de savoir pourquoi une histoire rapportée par la presse vous marquera plus qu'une autre. Pourquoi ce fait divers, plutôt que celui de la semaine passée ou du mois dernier, va vous trotter dans la tête pendant un bon moment. C'est sans doute lié, j'imagine, à des composantes de l'histoire qui entrent en résonance avec notre propre vie, avec nos angoisses, nos croyances, nos a priori, et j'en passe. Moi, l'une des histoires récentes qui m'a pas mal travaillé, elle s'est passée à la fin de l'année dernière, à côté de Nice, dans une petite ville de 2500 habitants baptisée l'Escarène. L'histoire, elle tient en quelques lignes. Un soir d'octobre, vers 21h, une habitante donne l'alerte. On vient de lui voler sa carte bleue et 45 € en liquide dans sa salle à manger. Un groupe d'habitants se lance à la poursuite de celui qu'il suppose être le voleur. Il le tabasse et 2 jours plus tard, Jérémy Da Silva, c'est son nom, meurt à l'hôpital. Pendant des semaines, l'histoire ne fuite pas jusqu'à ce que par hasard, la presse locale en ait eu vent. Après, ça a été l'escalade. On est passé du silence au vacarme médiatique, puis de nouveau au silence. Alors quelques mois après, j'ai eu envie de retourner à l'Escarène, histoire de voir ce qu'il reste de tout ça, de l'histoire et de la frénésie qu'elle a brièvement suscitée. C'est le programme de nos 2 prochains épisodes et c'est Elisa Grenet qui les a réalisés. Bienvenue dans Programme B. Bonjour Stéphanie. Hop. Ça fait rire. Ouais, ça marche. Eh ben enchanté. Eh ben de même. Hop, c'est parti. Nickel. Dans ce charmant village. Je m'appelle Stéphanie Gazziglia et je suis journaliste à Nice Matin. Stéphanie Gazziglia, c'est la journaliste qui a mis au jour cette histoire. Celle qui, la première, en a eu vent et en a parlé dans un article en décembre 2022. Elle a accepté de me servir de guide pour ce reportage et de revenir sur les traces de son enquête. Stéphanie, on est sur la route de l'Escarène. C'est quoi l'Escarène ? C'est un village de la vallée du Paillon. Donc c'est une vallée toute proche de Nice. Une vallée que très longtemps on a appelée la vallée rouge parce que les communes étaient communistes à l'époque. Aujourd'hui c'est plus le cas et notamment à l'Escarène, ça fait très longtemps que ce n'est plus communiste. On est sur du rural et forcément on est aussi sur de la cité dortoir. Alors l'Escarène ça reste quand même un village, donc c'est un petit peu audacieux d'appeler ça une cité dortoir, mais effectivement il n'y a pas une activité économique incroyable dans ce village. Je crois que l'Escarène c'est 2500 habitants. C'est quand même un village avec une vie, hein. Il y a un coiffeur, une supérette, des boulangeries, restaurants. C'est pas la folie non plus. Comme tous ces villages qui sont pas si loin de Nice, hein, comme tu as pu voir, il y a toujours les vieux Escarénois, donc qui sont depuis plusieurs générations. Mais il y a une vraie mutation aussi de la population avec des arrivages, des familles, des jeunes qui se logent là, alors ou parce qu'ils travaillent dans la vallée du Paillon. Il y a quand même pas mal de grosses boîtes, des grosses entreprises dans le BTP, choses comme ça. Et aussi des familles qui veulent se mettre au vert et qui n'ont effectivement pas les moyens de trouver une maison sur Nice et en tout cas sur la proche couronne niçoise. Je me demande du coup si en parlant, je me suis pas trompée de route. Ah. Alors, où est-ce qu'on va se garer ? La chance, il fait beau. Ouais. Alors ça commence où notre histoire Plus par là-bas. Ouais. Jérémy, t'es fan de foot. Ouais. Donc ça faisait pas longtemps qu'il était venu s'installer dans le village avec sa compagne. Ouais. Ça devait faire peut-être 6-8 mois. Ça faisait à peine un an qu'ils étaient ensemble. Donc ils connaissaient pas grand monde, voire personne. Mais en revanche, ils venaient souvent au PMU et ils faisaient des paris sportifs. Donc ils discutaient avec le patron. Ils discutaient de foot, voilà. Et c'est la première personne qui m'a parlé de lui, c'est le patron du PMU et qui m'a expliqué que c'était quelqu'un de tranquille, qu'il n'avait jamais vu traîner avec d'autres personnes. Voilà. Alors, par là, on a le quartier avec la mairie,
Et on a l'appart où habitait Jérémy, donc avec sa compagne, Olivia. Donc elle, ce soir-là, rentre en voiture. Lui en train, parce qu'ils se disputent. Voilà. Et elle lui dit prends le train, ça en gros, ça te fera réfléchir, quoi. Ouais. Donc elle rentre chez elle. Elle ne le voit pas arriver. Le train est un peu plus loin. Il y a une gare de l'autre côté du village. Le trajet qu'il aurait dû faire, c'est de la gare, descendre par là et rejoindre son appart. Mais selon l'une des versions, l'arrivée de la gare, donc la gare elle est par là-bas. Ouais, on voit le pont Voilà. sur lequel passe le train. Il serait arrivé ici, il serait monté chez cette dame, Muguette. Il lui aurait piqué une carte bleue et 45 €. Il serait ressorti. À ce moment-là, elle s'en serait rendue compte parce qu'elle aurait vu passer une silhouette avec une capuche. Elle aurait crié. Et à partir de là, des voisins seraient arrivés pour le prendre en chasse. Voilà. Et du coup, ça se poursuit. Là, il y a une espèce de course-poursuite qui se met en place. Je ne sais pas s'il a commencé par aller sur les berges du Paillon par là, ou s'il est reparti dans ce sens-là avant de redescendre. Je n'ai pas du tout une notion de temps, mais il a beaucoup marché, a priori, enfin couru pour essayer de leur échapper. Il y a eu un stop là-bas au niveau du moulin, la ville. Il s'est fait aussi frapper au niveau du jardin d'enfants qui est plus bas. Ouais. Il était mouillé, donc a priori il a dû à un moment ou à un autre, je crois, aller aussi dans le Paillon. Voilà, en tout cas, si je me souviens bien, quand sa compagne a été avertie qu'il était en train de se faire taper, enfin tabasser même, c'était sur cette route-là. Voilà, il était là, par là. Ok. Voilà, et c'est là que les pompiers sont arrivés, et les gendarmes aussi, et qu'il a été conduit à l'hôpital à Nice. C'est là qu'il est décédé, à Nice. 2 jours plus tard. Pas sur le coup. Non. Il est décédé d'une septicémie, d'un choc septique, je crois, à l'intestin, donc, mais dû au coup qu'il a reçu. Je crois que sa compagne a retrouvé une de ses chaussures dans le Paillon aussi. En dessous de là où on est là. Oui. Ouais. Elle n'a jamais retrouvé son sac, parce qu'il avait un sac. Elle n'a jamais retrouvé ses affaires. Elles n'ont jamais été retrouvées. Alors peut-être que depuis, ils les ont retrouvées, enfin ça m'étonnerait parce que quand j'ai appris l'affaire, c'était déjà plus de 2 mois après, donc bon, il y a un peu de chance que voilà. Ils n'ont jamais retrouvé ses affaires à lui, c'est-à-dire son téléphone, son portefeuille, et ils n'ont jamais retrouvé la fameuse carte bleue et les 45 €. Et lui a toujours nié, absolument toujours, pendant les 2 jours où il était à l'hôpital, il a dit « mais je n'ai rien volé, je ne suis pas rentré chez cette dame ». Voilà. Tu veux t'installer au café ? Ouais. J'étais à un dîner chez des amis et parmi des amis d'amis, il y avait des Escarénois qui savaient que j'étais journaliste et qui, au hasard d'un bout de conversation, me disent « mais vous n'en avez pas parlé de ce qui s'est passé à l'Escarène ?» Et je dis « mais il s'est passé quoi ?» Ils me disent « on croit qu'il y a un type qui a été battu à mort par des villageois il y a quelque temps. » Ah bon, mais il s'appelle comment ? On ne sait pas. Mais c'était quand ? On ne sait pas trop non plus. Voilà, on a juste entendu parler de ça, quoi. Je me suis quand même dit que c'était bien étrange. Et j'ai commencé après à faire des recherches. Alors, une des personnes m'avait expliqué, je crois que c'était il y a à peu près 2 mois, ou peut-être 1 mois et demi. Et je me suis mise à chercher alors sur le bulletin des pompiers, sur les réseaux sociaux, pour essayer de trouver une piste. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Alors je voulais pas appeler les autorités tout de suite parce que je me suis dit on sait jamais si je vais pas me griller tout de suite. À force de recherche, je suis tombée sur le post d'un type qui disait après une bagarre le 12 octobre, j'aimerais savoir s'il y a des témoins, si vous avez des témoins, contactez-moi. À l'Escarène, il y avait le mot Escarène dedans.
Je me suis dit c'est étrange, je suis allée sur le profil de ce monsieur et à un moment je vois qu'il écrit Rest in Peace avec la photo de quelqu'un, des captures d'écran. Sur les captures d'écran, je trouve un nom, enfin un pseudo en tout cas, donc je vais sur Instagram, parce que c'était des captures d'écran Instagram. Et là, comme ça, je suis remontée jusqu'à un certain Jérémy Da Silva, qui était décédé le 14 octobre. J'ai réussi à contacter sa compagne, du coup. Et après, c'est parti de là. Je me suis fait confirmer des faits par une source gendarme. Je me suis fait après confirmer aussi certaines choses par le procureur. Dès le lendemain matin, je suis venue sur place pour essayer de comprendre un peu plus. C'est là que je me suis retrouvée face à un mur, quoi. J'avais appelé le maire aussi, qui était très évasif, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, effectivement, mais alors il n'est pas mort au village, puis c'était pas des villageois. On pense que c'était des gens extérieurs au village, et puis il n'est pas mort sur place, il est mort à l'hôpital, et puis j'ai été informée très tard. Et puis, bon, pas une grande envie d'en parler non plus. Donc on est venu avec un photographe, on a commencé à parler aux gens, comme ça, au hasard. Hein. On a eu quasiment que des refus, c'est-à-dire non, mais ça ne nous regarde pas, oui, mais faut pas en parler, non, vous devriez pas en parler, c'est privé, non, on veut pas se mêler de ça. Enfin, vraiment une énorme gêne. En tout cas, ici, dans le cœur du village, on n'a pas croisé une seule personne qui nous a dit « je suis pas au courant ». Oui. Pas une seule. Alors, bien évidemment, après, sur les hauteurs, des gens qui sont plus reculés, ils étaient vraiment pas au courant. Mais en tout cas, en cœur de village, c'est vraiment une info qui avait circulé. Mais personne ne voulait en parler, jusqu'à ce qu'on rentre dans le PMU et où, pour la première fois, quelqu'un nous parle et de Jérémy et de ce qu'il avait entendu, de ce qui s'était passé. Donc, le patron du PMU, hein, qui travaille plus là. Alors, je sais pas s'il y a s'il y a un lien, non, je crois pas. Voilà, il a commencé à nous dire, oui, il a été tabassé par plusieurs personnes, qui a commencé à nous expliquer un petit peu ce qu'il savait de ce jeune homme. Ça faisait que 6-8 mois qu'il était au village, l'air d'être quelqu'un sans histoire. Le patron du PMU m'explique aussi que le papa, après la mort donc, de Jérémy, le papa était venu dans le village pour essayer de savoir ce qui s'était passé. Que le papa était très en colère, ce qu'on peut comprendre. Le village, de quelques 2500 âmes, a réussi à étouffer ce crime sordide pendant plus d'1 mois et demi. Nice matin, le 2 décembre 2022. Pourtant, dans les venelles de l'Escarène, dans les embrasures de portes qui se referment brusquement à l'évocation de l'affaire, sur le pont qui traverse le village, les regards sont fuyants. Tout le monde sait, ou presque, qu'un homme a été pourchassé par des villageois, frappé et laissé pour mort. Tout le monde sait, mais personne ne parle. C'est dangereux. Je ne veux pas d'ennui. Vous ne devriez pas vous en occuper. C'est privé, ça ne me regarde pas, je ne veux pas d'histoire. C'est l'omerta à l'Escarénoise. La loi du silence comme une chape de plomb qui a recouvert la bourgade tout entière. Le jeune, il n'était pas de l'Escarène. Il a commencé à traîner ici il y a quelques mois seulement. Lâche un quadragénaire avant de tourner les talons. Que s'est-il passé à l'Escarène, un village de 2500 habitants dans l'arrière-pays niçois? Cette habitante est dans sa maison quand elle se retrouve nez à nez avec son voleur. J'ai vu un monsieur dans ma salle à manger et j'ai eu peur. J'ai dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» et puis il est parti. Il m'a pris la carte bleue et 45 € dans le porte-monnaie. Depuis, le village s'est refermé dans le silence, personne ne parle, c'est l'omerta. Impossible même de savoir s'il y a eu un cambriolage ou pas. Est-ce que vous redoutez que ce genre de comportement, c'est-à-dire des habitants qui décident de faire justice eux-mêmes, ça se multiplie ? Je m'attendais bien évidemment à ce que ce soit repris par d'autres médias, c'est logique. Je ne m'attendais pas à ce point-là, c'est sûr. Mais c'est comme tout, l'actu c'est comme tout, il suffit que ça tombe à un moment où c'est un petit peu creux. Forcément les médias s'en emparent parce que c'est quand même une histoire incroyable. Enfin moi je trouve que c'est une histoire incroyable. De nos jours, quelqu'un qui se fait lyncher à mort par des gens dans un village, je trouve on touche une part de la société qui est inquiétante. Donc je pense que, bien évidemment que c'est un fait divers, mais c'est aussi un fait divers qui dit beaucoup de la société actuelle
Et on l'a remarqué en plus derrière avec les commentaires sur les réseaux à ce papier. On a bien évidemment et heureusement plein de gens qui s'offusquaient de ce qui pu se passer, qui étaient révoltés qu'on puisse lyncher un homme pour ça, mais un nombre incalculable de personnes qui disaient ouais mais bon, justice laxiste, policiers, les forces de l'ordre ne font rien, donc c'est normal, on fait justice nous-mêmes et on devrait le faire plus souvent parce que ça empêcherait les gens d'être des délinquants, de commettre des délits, des crimes et puis il a eu ce qu'il méritait et moi ça me révolte encore plus en fait. Il y avait quand même une énorme part, en tout cas de cette majorité bruyante sur les réseaux, qui trouvait ça tout à fait normal et qui nous dit ça va servir d'exemple. À suivre.